Le stylo ne tremblait pas dans sa main. Enceinte de 7 mois, Sophia Thorne ne regardait pas son mari, mais la ligne d'horizon de Boston depuis leur appartement terrasse. L'enveloppe en papier craft posée sur l'îlot en marbre était fine, mais elle pesait plus lourd que tout leur mariage vide de sens. Son mari, Marcus, était au téléphone, riant, confirmant une réservation pour un dîner dont elle savait qu'il n'était pas pour elle. Il pensait qu'elle était en train de préparer le nid. Il pensait qu'elle était faible. Il n'avait aucune idée qu'elle venait de passer un mois à démanteler son empire, brique par brique frauduleuse. Il était sur le point d'apprendre la différence entre une épouse et un boulet. Le penthouse Thorne ressemblait moins à une maison qu'à un showroom haut de gamme, un endroit où les sous-verts étaient obligatoires et les émotions scellées sous vide. Sophia Thorne, na Roman, avait autrefois été éblouie par cet endroit, par Marcus Thorne, par la romance fulgurante qu'il avait élevée du statut de conservatrice d'art en difficulté à celui d'épouse de l'un des jeunes entrepreneurs les plus agressifs de Boston. Aujourd'hui, à 7 mois d'une grossesse à haut risque, l'éclat s'était estompé. Les baies vitrées ne faisaient que lui rappeler à quel point elle était haut placée et à quel point elle risquait de tomber. Marcus était un homme charmant et ambitieux. Il était beau, avec ses costumes coûteux et son assurance héritée. Dernièrement, ce charme était exclusivement réservé à son téléphone. Il était toujours en train de conclure un accord, de rencontrer des investisseurs ou de gérer une crise. Sophia, quant à elle, gérait la peur silencieuse et rampante qui était devenue sa seule compagne. Au début, les mensonges étaient insignifiants. Une odeur sur sa veste de costume qui n'était ni son jour de cologne ni son parfum. Des réunions du conseil d'administration tardives qui se prolongeaient jusqu'à 3 heures du matin. La façon dont il éloignait son téléphone d'elle sur le canapé, un geste aussi subtil et tranchant qu'une coupure de papier. Sophia était discrète, mais elle n'était pas stupide. Elle était la fille d'un expert comptable judiciaire. Elle avait été élevée dans le credo « Fais confiance, mais vérifie ». La vérification est arrivée un mardi. Marcus était sous la douche en train de chanter. Son ordinateur portable personnel, celui qui n'était destiné qu'à ses yeux, était ouvert sur son bureau. Une notification a retenti. Ce n'était pas un SMS. C'était un rappel de calendrier provenant d'un compte partagé dont il avait clairement oublié l'existence. Chloé, dernière visite. Emplacement 114, balise envoyée 6B. Note. Surprise pour C. Assurez-vous que le champagne est au frais. Appelez le bijoutier. Référence 884B pour confirmer la livraison. Sophia sentit son sang se glacer. Au 114 Beacon Saint, ce n'était pas un immeuble de bureau. C'était un nouveau complexe immobilier obscènement cher. Elle consulta son email. Il n'avait pas simplement acheté un appartement. Il l'avait loué, entièrement meublé, pour 2 ans. Une recherche rapide du numéro de référence du bijoutier fit apparaître un fichier sur son disque dur. Le reçu d'une bague en diamant canari de 5 carats. Une bague qu'elle n'avait jamais vue. Mais le coup de grâce se trouvait dans son dossier de voyage. Il avait réservé 2 billets en première classe pour Saint-Barthélemy, avec un départ dans 3 semaines, au moment où elle entrerait dans son 8e mois et où elle n'aurait plus le droit de prendre l'avion. Les noms des passagers étaient Marcus Thorne et Chloé Bennett. Elle ne pleura pas. Le choc était trop violent, trop froid. Elle posa une main sur son ventre gonflé, où son bébé donnait des coups de pied inconscients. Ce n'était pas seulement de l'infidélité, c'était une vie parallèle. Il ne se contentait pas de la tromper. Il investissait. Il prenait l'argent qui aurait dû assurer l'avenir de leur enfant et le dépensait pour une maîtresse. Elle entendit la douche s'arrêter. Sophia ferma l'ordinateur portable, ses gestes précis. Elle retourna dans la cuisine, le cœur froid et lourd comme une pierre dans sa poitrine. Lorsque Marcus sortit, enveloppé dans un peignoir moelleux, il sourit. « Bonjour, Soph, c'est un grand jour. Ce nouveau fonds est sur le point d'être lancé. »« C'est bien, mon chéri, » dit Sophia en sirotant son thé décaféiné. Il s'arrêta, sentant le froid. « Ça va? Tu es pâle. »« C'est juste la grossesse, » dit-elle en lui adressant un sourire timide. « Je pense que je vais rendre visite à ma mère aujourd'hui. »« Bonne idée, » dit-il, déjà en train de consulter son téléphone. « Je rentrerai tard. »« Ne m'attends pas. Je ne t'attendrai pas, promit-elle. Elle n'alla pas chez sa mère. Elle se rendit dans un immeuble de bureau quelconque du centre-ville. Le nom sur la porte était discret. Harding and Associates Private Counsel. Elle avait rendez-vous avec Alistair Harding,
l'avocat spécialisé dans les divorces le plus redouté et le plus cher de Boston. Mais M. Harding n'était pas son avocat. C'était son beau-père. Arthur Thorne, Sr. était issu d'une vieille famille fortunée. Il ne possédait pas seulement une entreprise. Il était de l'entreprise. Marcus, malgré ses fanfaronnades, n'était que le visage de Thorne Capital. Arthur était le fondement, les poutres d'acier, le coffre-fort. C'était un homme sévère et imposant qui méprisait deux choses, la faiblesse et le scandale. Marcus s'avérait être une source spectaculaire des deux. Sophia était assise dans un fauteuil en cuir en face de l'imposant bureau en acajou d'Arthur. Alistair Harding, l'avocat, se tenait près de la fenêtre. « Il est imprudent », dit Arthur d'une voix grave. Ce n'était pas une question, mais une affirmation. « Il se construit une nouvelle vie, Arthur », dit Sophia d'une voix calme mais ferme. Elle poussa un mince dossier sur le bureau qui ne contenait ni email ni SMS, mais des relevés bancaires. Il puise dans le fonds discrétionnaire que vous avez créé pour vos petits-enfants. Les yeux d'Arthur, d'un bleu pâle et glacial, se plissèrent. Il ouvrit le dossier. Il vit le virement bancaire pour la location de l'appartement. Il vit les 150 000 $ dépensés chez le bijoutier. Il vit les billets pour Saint-Barth. Chloé Bennett, cracha Arthur, cette consultante de la galerie d'art dans laquelle il investit. Il me prend pour une idiote. Il nous prend tous pour des idiots. Sophia le corrigea gentiment. Alistair Harding prit enfin la parole. Madame Thorne, Sophia, votre mari dispose d'un patrimoine personnel considérable. Dans le cadre d'un divorce classique, compte tenu de son infidélité, vous auriez droit à un règlement très généreux. Pension alimentaire, pension pour les enfants. Je ne veux pas de règlement, dit Sophia. Arthur leva les yeux, une lueur de respect nouveau dans le regard. Que veux-tu, ma fille? Je veux ce qu'il dépensait. Je veux l'avenir de mon enfant, celui qu'il était en train de gâcher. Elle se pencha en avant. Marcus est votre PDG, mais vous détenez les actions majoritaires. Il dirige l'entreprise, mais les actifs de l'entreprise, ils ne lui appartiennent pas, n'est-ce pas? Un sourire lent et froid se dessina sur le visage d'Arthur Thorne. Non, ils ne lui appartiennent pas. Harding s'avança et ouvrit sa mallette. La structure de Thorne Capital est unique. Elle a été créée par Arthur Sr. comme une fiducie familiale à toute épreuve. Marcus a le titre de PDG et un salaire important. Il dispose d'un droit de vote au conseil d'administration. Mais il ne possède pas personnellement les actifs principaux. Les propriétés, la majorité des actions, les portefeuilles d'investissement, tout cela est détenu par la fiducie. Et le principal bénéficiaire de la fiducie? Demanda Sophia, connaissant déjà la réponse. La lignée Thorne, répondit Arthur. Plus précisément, la prochaine génération, votre enfant. Il y a, ajouta Harding, une clause. Nous l'appelons la clause de moralité. Arthur Sr. l'avait fait insérer au cas où son fils s'avérerait être, disons, un imbécile, conclut Arthur. La clause stipule que si le PDG Marcus se livre à un comportement jugé comme une faute morale grave ou à des actions qui jettent le discrédit sur le nom des Thorne et compromettent l'héritage, le conseil d'administration peut voter pour transférer la gestion de la fiducie. « Et qui compose le conseil d'administration? » demanda Sophia. « Moi-même, répondit Arthur. Alistair est ma sœur qui vit dans un couvent en Italie et vote exactement comme je lui dis de le faire. » Sophia se rassit. Il n'a donc rien. Il a un titre, un salaire et une voiture de fonction. L'appartement terrasse dans lequel nous vivons appartient à la fiducie, confirma Harding. La maison à Hampton, le jet, la fiducie, la fiducie, la fiducie. L'air dans la pièce était immobile. Sophia comprit enfin. Marcus n'était pas un roi. C'était un prince vivant grâce à une allocation et il venait d'être surpris en train de voler dans le trésor. « Que proposez-vous, Sophia ?» demanda Arthur. « Je ne veux pas détruire l'entreprise. Cela ferait du mal à mon enfant. Je veux la protéger. » Elle regarda Harding. « Je veux que vous rédigiez les papiers du divorce, une séparation simple et nette. Pas de pension alimentaire, pas de revendication sur ses biens personnels. »« C'est de la folie, » dit Harding. Il signera sans hésiter. « Vous vous retrouverez sans rien. »« Il pensera que je me retrouve sans rien, » corrigea Sophia. « Il signera parce qu'il est arrogant et qu'il veut se débarrasser de moi pour pouvoir emménager avec elle. Il signera parce qu'il pense avoir tout le pouvoir. » Et pendant qu'il signe, Arthur reprit le plan qu'il était en train d'élaborer.
Le conseil d'administration tiendra une réunion d'urgence. Nous appliquerons la clause morale. L'appliquer et faire quoi? Demanda Sophia. La clause permet au conseil d'administration de réattribuer la gestion de la fiducie à un tuteur plus approprié pour l'héritage, dit Arthur en la regardant droit dans les yeux. Sophia eut le souffle coupé. Vous voulez dire moi? Vous êtes la mère de l'unique bénéficiaire, dit Harding, une note d'admiration dans la voix. Vous avez fait preuve de prudence. Vous vous êtes adressé au chef de famille, pas au tabloïd. Vous êtes légalement le choix idéal. Sophia se leva, le plan se concrétisant dans son esprit. Je vais d'abord demander le divorce. Il pense qu'il est libre. Et ensuite, dit Arthur en se levant à ses côtés, nous prendrons tout le reste. Les 4 semaines suivantes furent une véritable leçon de tromperie. Sophia joua à la perfection le rôle de la femme enceinte inconsciente. Elle discuta des couleurs de peinture pour la chambre d'enfant. Elle se rendit à ses rendez-vous chez l'obstétricien, laissant Marcus la conduire et l'attendre dans la salle d'attente en envoyant des SMS avec impatience. « Tout semble parfait, Madame Thorne, » disait le Dr. Reeves. « Essayez simplement de réduire votre niveau de stress. »« Je fais de mon mieux, docteur, » répondait Sophia avec un sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. Pendant ce temps, dans le calme des après-midi où Marcus était au bureau, une phrase qu'elle savait désormais signifier « à 1 mile 18 balises assis ». Sophia était en réunion quasi permanente avec Alistair Harding. Ils ne préparaient pas un divorce. Ils préparaient une prise de contrôle d'entreprise. La première étape consiste à créer la nouvelle entité, expliquait Harding, son stylo volant sur un bloc-notes. Nous ne pouvons pas simplement vous remettre le capital de Thorne. Ce serait un cauchemar juridique. Au lieu de cela, nous créons le Thorne Legacy Trust. Et ce nouveau trust, demanda Sophia, est une société holding. Le jour du transfert, le conseil d'administration votera pour transférer 100% des actifs principaux de l'ancienne fiducie vers la nouvelle. Les propriétés, les actions, la collection d'œuvres d'art, tout. L'ancienne fiducie, celle que Marcus pense contrôler, sera laissée comme une coquille vide. Elle ne contiendra qu'un seul actif, son contrat de travail en tant que PDG. Il sera donc PDG de rien. Exactement. Un roi sans royaume, confirma Harding. La fiducie Thorne Legacy, cependant, sera entièrement sous votre contrôle en tant que seul fiduciaire au profit de votre enfant, Nathaniel Thorne. Sophia sursauta. Je n'ai pas encore choisi de prénom. Arthur a dit qu'il l'aimait bien, dit Harding sans lever les yeux. Sophia apprenait que son beau-père ne suggérait pas, il ordonnait. Elle se rendit compte que cela ne la dérangeait pas. Le plus difficile était de l'attente. Chaque jour, elle devait sourire à Marcus. Elle devait supporter ses baisers désinvoltes et distraits, sachant que ses lèvres avaient été sur celles d'une autre femme quelques instants auparavant. Elle devait l'écouter se plaindre du stress de son travail, sachant qu'il dépensait des milliers de dollars en bijoux qu'elle ne porterait jamais. La maîtresse, Chloe Bennett, devenait de plus en plus audacieuse. Sophia commença à recevoir des appels anonymes. Un jour, une boîte de vêtements de maternité qu'elle n'avait pas commandée arriva à l'appartement terrasse, tous dans des tailles beaucoup trop petites. Un petit message mesquin et cruel. Sophia se contenta de les donner. Elle déplaçait les pièces d'échecs. Chloé réinversait les pions. Le vendredi précédant le voyage à Saint-Barthélemy, tout était en place. La réunion du conseil d'administration était prévue le lundi suivant à 10 heures. Harding avait rédigé les papiers du divorce. Ils étaient d'une simplicité presque offensante. Différences irréconciliables. Les deux parties renoncent à toute demande de pension alimentaire ou de biens autres que leur compte bancaire personnel. Il va se méfier. Sophia s'inquiétait. Il saura que je ne partirai pas sans rien. Il le fera, lui assura Harding, parce que tu vas lui dire que tu as une liaison. Sophia recula. Quoi? Il doit croire que tu veux être libre, que tu as ton propre secret. Il sera tellement ravi de sa chance que tu ne lui reproches pas son infidélité. Il signera n'importe quoi pour te voir partir avant que ton amant ne te conseille de le dépouiller. C'est génial, souffla Sophia. C'est aussi techniquement vrai. Harding dit, vous le quittez pour un autre, votre enfant. Ce vendredi soir, Marcus rentra à la maison plein d'énergie, triomphant. Le fonds est lancé. Nous faisons la fête ce soir, Soph. Je t'emmène chez les Balliers. Sophia, qui était en train de faire une petite valise dans leur chambre, se contenta de le regarder. « Je ne peux pas, Marcus. Quoi? Ne sois pas ennuyeuse. C'est une grande soirée. » Elle ferma la valise.
C'était la même valise avec laquelle elle était arrivée 3 ans auparavant. Je te quitte, Marcus. Son visage passa de l'agacement à la confusion. Qu'est-ce que ça veut dire? Les nuits tardives, sauf? Les affaires? Ce n'est pas à cause des affaires. Elle passa devant lui et entra dans le grand salon. Elle posa l'enveloppe en papier craft sur l'îlot en marbre. Je suis enceinte, je suis fatiguée et j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Le silence était assourdissant. Le cerveau de Marcus était visiblement en court-circuit. Il essayait d'assimiler le fait qu'elle le trahissait. « Toi? »« Quoi? » balbutia-t-il. « J'ai rencontré quelqu'un, » répéta-t-elle d'une voix neutre. « Il me veut. Il veut cet enfant. Je vais le rejoindre. » La confusion de Marcus se transforma en une colère sombre et soulagée. « Tu oses alors que tu es enceinte de mon enfant. »« Je ne veux rien de toi, » dit Sophia en faisant glisser l'enveloppe vers lui. « Juste ma liberté. Je les ai signés. Tu les as signés et je pars ce soir. Pas d'avocat, pas de dispute. Tu peux avoir ta vie. J'aurai la mienne. » Il attrapa l'enveloppe et l'ouvrit brusquement. Il lut les conditions, les yeux écarquillés. Pas de pension alimentaire, pas de droit sur la maison, pas de bien. Il s'en tirait sans rien. On lui offrait la fuite parfaite. « Tu pars tout simplement, » dit-il en essayant de paraître indigné, mais le soulagement se lisait sur son visage. « Oui. » Il la fixa du regard, puis regarda les papiers. Il pensait à Chloé, à Saint Bart, au diamant Canary. Il était libre. « Très bien, » cracha-t-il en attrapant un stylo. « Bon débarras, ne viens jamais me demander un centime. Tu comprends que cet enfant est... Mes avocats te contacteront à ce sujet. »« Comme tu veux, Marcus, » dit-il en signant d'un geste théâtral. « Sortez de ma maison. »« C'est votre maison, » dit Sophia en ramassant sa copie signée et sa valise. Elle se dirigea vers l'ascenseur privé, le dos droit. Les portes se refermèrent dans un tintement, laissant Marcus Thorne seul dans son penthouse. Un sourire de pure victoire se dessina sur son visage. Il avait gagné. Il avait tout. Marcus n'en croyait pas sa chance. Il était libre. Il se servit un verre de Macallan, 30 ans d'âge, son Macallan, dans le bar de son penthouse. Il composa le numéro de Chloé. « C'est fait, » dit-il, la voix pleine de joie. « Qu'est-ce qui est fait? » La voix de Chloé était boudeuse. « Tu devais être là il y a 1 heure. Elle est partie. La reine de glace a fini par craquer. Elle m'a quitté. Il y eut un cri aigu à l'autre bout du fil. « Elle t'a quitté? Tu veux dire qu'on est libre? » « Mieux que libre. Écoute ça. Elle a une liaison. Tu peux croire ça? Elle est enceinte de mon enfant et elle me quitte. Oh mon Dieu, Marcus, c'est quoi? Et le divorce? Elle va se battre contre toi? Elle a déjà signé. Elle n'a rien pris. Rien. Elle voulait juste partir. Elle doit être terrifiée à l'idée que je découvre et que je prenne le bébé. Il but une longue gorgée victorieuse. Elle est partie, Chloé. Le penthouse est à nous. Saint Bart est au programme. Notre vie commence maintenant. Chloé criait de joie. Je viens chez toi. Non, attends, viens ici, viens chez nous, fêtons ça comme il se doit. J'arrive dans 20 minutes, dit Marcus. Il raccrocha, se sentant comme le roi du monde. Il était libéré de sa femme enceinte et ennuyeuse. Il partait pour les Caraïbes avec sa superbe maîtresse. Et cela ne lui avait rien coûté. Il passa le week-end dans un brouillard de bonheur au 114 Beaconside. Lui et Chloé célébrèrent leur victoire en buvant du champagne et en faisant des projets. Ils redécoreraient le penthouse. Ils organiseraient une grande fête de bienvenue. Il pourrait enfin vivre sa vie sans la présence discrète et critique de Sophia. « Elle était toujours si déprimante, » dit Chloé, allongée sur le nouveau canapé en lingerie. « Si ennuyeuse. Tu as besoin de quelqu'un de dynamique, chérie. Quelqu'un qui puisse te suivre. » « Et je l'ai trouvé, » dit Marcus en embrassant le diamant jaune canari à son doigt. Le lundi matin, il se réveilla dans le lit de Chloé. Il se sentait puissant. Il avait une réunion du conseil d'administration à 10 heures, une revue trimestrielle de routine. Mais il n'était pas inquiet. Son père vieillissait et Harding n'était qu'un comptable glorifié. Lui, Marcus, était celui qui faisait pleuvoir l'argent. Il entra dans la salle du conseil de Thorne Capital à 10h02, un café à la main. L'ambiance n'était pas bonne. Son père, Arthur Senior, était à la tête de la table, une place qu'il n'avait pas occupée depuis des années. Alice Tister Harding était à côté de lui.
Le troisième membre du conseil, le représentant de sa tante, était en ligne via une connexion vidéo sécurisée. « Tu es en retard », dit simplement Arthur. « Désolé, père, il y avait du trafic », répondit Marcus en prenant place. « Très bien, passons aux projections trimestrielles. Nous prévoyons une hausse de 15% pour le nouveau fonds. Nous ne sommes pas ici pour discuter du fonds, l'interrompit Arthur d'une voix de granit. Nous sommes ici pour appliquer l'article 7, section 4, de l'accord fiduciaire de la famille Thorne, la clause de moralité. Le sang de Marcus se glaça. Quoi? De quoi parlez-vous? Nous parlons du 114 Beacon Cent, appartement 6B, dit Harding en lisant un document. Nous parlons du bail souscrit à votre nom, payé par le Legacy Discretionary Fund. Nous parlons de la dépense non autorisée de 150 000 $ pour un cadeau personnel. Nous parlons d'infidélité, de fautes graves et de discrédit jetés sur le nom des Thorne. Marcus resta bouche bée. Vous m'avez espionné. C'est Sophia. Elle est rancunière. C'est elle qui vous l'a dit. Madame Thorne a fourni des documents. Oui. Arthur a dit qu'elle était venue me voir en tant que chef de cette famille pour protéger l'héritage de son enfant. Un héritage que vous dépensiez pour votre maîtresse. Je vais le rembourser. Marcus balbutia. C'était une erreur, un moment d'égarement. C'était une trahison. Arthur a dit que le conseil d'administration avait devant lui une motion visant à appliquer la clause et à transférer 100% des actifs de la fiducie de la famille Thorne à la nouvelle fiducie Thorne Legacy Trust, avec effet immédiat. « Qui est en faveur ?» ai-je demandé. « Moi » a répondu Arthur. « Moi » a répondu Harding. « Moi » a répondu une petite voix provenant du haut-parleur. « La motion est adoptée » a déclaré Arthur en frappant son petit marteau cérémoniel. Marcus était en hyperventilation. Quoi? Qu'est-ce que cela signifie? Transférer les actifs. Quels actifs? Je dirige cette entreprise. Vous dirigez cette entreprise en théorie, dit Harding en ajustant ses lunettes. Vous n'êtes plus PDG de rien. Vous ne pouvez pas faire ça. C'est mon entreprise, mon nom. C'est mon nom, corrigea Arthur en se levant. Et vous n'en êtes plus digne. Quoi? Que me reste-t-il? Murmura Marcus, le monde basculant autour de lui. Conformément à votre contrat de travail, vous avez droit à votre salaire personnel, dit Harding en consultant un dossier, soit 250 000 $ par an. Vous avez votre plan d'épargne retraite, votre compte bancaire personnel et votre Lexus. Le penthouse, la Bentley et la propriété des Hampton sont la propriété du nouveau trust. Vous devrez quitter le penthouse d'ici la fin de la journée. 250 000 $. Cela semblait être une fortune pour la plupart des gens, mais pour Marcus, c'était une condamnation à mort. Son train de vie lui coûtait autant par mois. « Sophia » s'étrangla-t-il, « c'est elle qui a planifié tout ça. »« Elle a protégé son fils, » dit Arthur, « ce qui est plus que ce que vous avez fait. » Le téléphone de Marcus vibra. C'était Chloé. Une photo d'une robe de mariée. Il regarda son téléphone puis le dos de son père alors que celui-ci et Harding sortaient et il comprit enfin. Il n'était pas le roi, il était le bouffon. Chloé Bennett vivait le plus beau jour de sa vie. Elle se réveilla dans leur appartement. Pour la première fois, Marcus ne se précipitait pas pour partir. Il était resté jusqu'à ce qu'ils doivent se rendre à sa réunion ennuyeuse. Elle avait passé la matinée à faire des achats en ligne avec la carte platine que Marcus lui avait donnée, une robe de mariée. Pourquoi pas? Sophia était hors jeu. Ce n'était qu'une question de temps. Elle prenait rendez-vous chez le coiffeur lorsque son téléphone vibra. C'était Marcus. « Chérie, » répondit-elle, « je pensais justement à toi. J'ai vu la Vera Wang parfaite. »« Tais-toi, Chloé, » siffla Marcus. Sa voix était méconnaissable. Elle était faible, prête, terrifiée. « Quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air horrible. Il sait tout. Mon père, il sait quoi à notre sujet. Et alors? Marcus, tu es un adulte. Tu es divorcé. Qui se soucie de ce que pense ton père? Tu ne comprends pas? Marcus cria, et elle pouvait l'entendre faire les 100 pas. L'entreprise, elle n'est pas à moi. Elle n'a jamais été à moi. De quoi tu parles? Tu es le PDG. Je ne suis le PDG de rien. Il a crié. C'est une fiducie, Chloé. Une fichue fiducie. Il a invoqué une clause. Il a tout pris. La maison, les voitures, l'argent, tout. Chloé s'est assise lourdement sur le canapé.
Comment ça tout? Tu es toujours riche, tu es Marcus Thorne. J'ai mon salaire. C'est tout. Mon salaire de 250 000 $. Il m'a coupé les vivres. Le cerveau de Chloé s'est vidé. 250 000 $. C'était bien, mais ce n'était pas être riche. Ce n'était pas être riche au point d'avoir un penthouse et un jet privé. Ce n'était pas être riche au point d'avoir un diamant de 5 carats. Mais cet appartement, murmura-t-elle en regardant autour d'elle les meubles coûteux. Le bail est résilié. Il est au nom de la fiducie. Ils reprennent tout, tout. La voiture qu'il t'a donnée, c'est un contrat de location de la société. Ils viennent de la récupérer. Non. Chloé a dit que ce n'était pas une protestation. C'était un déni. Non, tu mens. C'est une blague. Ce n'est pas une blague, rugit-il. C'est cette vipère, Sophia, qui a fait ça. Elle a tout planifié. Elle travaille avec mon père depuis des semaines. Le panier d'achat en ligne de Chloé était toujours ouvert sur son ordinateur portable. Elle regarda l'adresse de 30 000 $. Une alerte apparut sur son application bancaire. La carte platine avait été refusée. « Marcus, dit-elle, la voix tremblante. La carte, elle ne fonctionne pas. »« Bien sûr qu'elle ne fonctionne pas, idiote, » rétorqua-t-il. « C'est une carte de société. Tout est perdu. » La pièce se mit à tourner. Elle ne serait pas Dame Thorne. Elle n'irait pas à Saint-Barbe. Elle était la maîtresse d'un homme qui gagnait 250 000 $ par an et venait d'être licencié par son père. L'homme avec qui elle avait couché n'était pas un milliardaire. C'était un cadre moyen glorifié. « Mais tu m'avais dit, » commença-t-elle. « Je croyais que je l'étais. »« C'est temporaire. Je vais arranger ça. Je vais intenter un procès. » Marcus divaguait, essayant de se convaincre lui-même. « Je dois voir Sophia. Elle doit être derrière tout ça. C'est sûr. »« Où est-elle? » demanda Chloé, une nouvelle rage froide remplaçant sa panique. « Où est cette vache enceinte? Je ne sais pas. Elle est chez Harding, l'avocat. Il doit y avoir une dernière réunion, un transfert d'actifs. J'y vais maintenant. Je vais mettre fin à tout ça. Je viens avec toi, dit Chloé en attrapant ses clés. Elle n'allait pas perdre cette bataille. Elle allait affronter cette femme timide et pathétique. Et même si elle ne savait pas comment, elle n'allait pas se laisser faire sans se battre. Elle avait mérité cette vie. La salle de réunion de Harding & Associates était encore plus intimidante que celle de Thorne Capital. Elle était à l'ancienne, avec du bois sombre, des livres reliés en cuir qui étaient en fait rouges, et un silence qui semblait coûteux. Sophia était assise en bout de table. Elle avait l'air différente. Elle ne portait pas son habituel cardigan beige. Elle était vêtue d'une robe de maternité bleu foncé sur mesure qui ressemblait à une armure. Ses cheveux étaient tirés en arrière. Elle était flanquée d'Alistair Harding et de deux autres avocats, au visage impassible. Son beau-père, Arthur, observait la scène sur un écran vidéo. La porte s'ouvrit brusquement et Marcus entra en titubant, son costume froissé, le visage tacheté. Derrière lui, telle une ombre furieuse, se trouvait Chloé, vêtue de talons aiguilles et d'une robe rouge tout à fait inappropriée pour un lundi matin à 11 heures. « Sophia !» hurla Marcus. « Espèce de voleuse! Tu ne peux pas faire ça! » Sophia ne broncha pas. Elle se contenta de le regarder, l'air légèrement déçu. « Marcus, tu es encore en retard. Assieds-toi ou pas, peu importe. Ne t'avise pas de lui parler comme ça, » s'écria Chloé en pointant un doigt manucuré vers Sophia. « Tu crois que tu peux simplement lui voler son argent? » Alistair Harding s'éclaircit la gorge. « Mademoiselle Bennett, vous n'êtes pas partie prenante à cette réunion. Vous n'avez aucun statut juridique. Je dois vous demander de partir. »« Je ne vais nulle part, » rétorqua Chloé. « C'est ma vie que vous détruisez. »« Au contraire, Mlle Bennett, » dit Sophia, sa voix tranchant l'hystérie. « Vous n'êtes qu'une dépense, la raison pour laquelle tout cela a été révélé. Vous n'avez jamais fait partie de cette vie. C'est insensé. » Marcus supplia, se tournant vers l'écran vidéo. « Père, vous ne pouvez pas la laisser faire ça. Je suis votre fils. Tu es mon fils. » La voix d'Arthur retentit dans le haut-parleur, faisant sursauter Chloé. « Tu n'es plus qu'un homme qui a trahi sa femme, son enfant et son héritage. Le transfert est terminé. Il ne reste plus qu'à signer les formalités. » Harding poussa un dernier document épais vers Marcus. « Il s'agit d'un accord de confidentialité et d'une renonciation à tout litige, Monsieur Thorne. Il stipule qu'en échange du maintien de votre salaire, bien que réduit,
Vous ne contesterez pas la décision du conseil d'administration et n'intenterez aucune action en justice contre le Thorn Legacy Trust, son administrateur ou Thorn Capital. L'administrateur, dit Marcus en parcourant la page du regard. Qui? Qui est l'administrateur? C'est moi, répondit simplement Sophia. Marcus pâlit. Vous contrôlez tout, la maison, l'entreprise, tout au nom de mon fils, corrigea Sophia. Le petit-fils de votre père, la seule chose qui compte dans tout cela. Non, murmura Marcus. Il s'effondra dans un fauteuil, il était ruiné. Mais Chloé n'en avait pas fini. Elle comprenait enfin toute la situation. L'homme auquel elle s'était attachée ne valait rien. La femme qu'elle avait raillée détenait toutes les cartes. Tout l'argent, tout le pouvoir était désormais entre les mains de la femme enceinte. « Salope !» siffla Chloé, le visage déformé. « Tu as tout planifié. Tu l'as piégé. Tu as probablement simulé ta grossesse. » Le calme de Sophia finit par se briser. Elle se leva, son ventre formant une courbe proéminente et fière. « Faites-la sortir. Vous. » Chloé était désormais en hyperventilation, la réalité de sa perte s'abattant sur elle. L'appartement avait disparu. La voiture avait disparu. La carte platine avait disparu. Le voyage à Saint-Barth avait disparu. Le diamant de 5 carats à son doigt avait disparu. Elle réalisa soudain qu'il s'agissait probablement d'un prêt très coûteux accordé par une société à laquelle elle n'avait plus accès. Elle regarda Marcus, qui était assis là, brisé, inutile. Elle regarda Sophia, qui était puissante, riche et enceinte de l'héritier de toute la fortune. L'appartement, gémit Chloé. La bague. Harding la regarda par-dessus ses lunettes. La bague, Mademoiselle Bennett, a été achetée avec des fonds provenant du Legacy Discretionary Fund. À ce titre, elle fait partie des actifs du Thorn Legacy Trust. Vous devrez la restituer. Un coursier se rendra à votre appartement cet après-midi pour la récupérer. Oh, je suis désolé. Le dernier symbole étincelant de sa victoire lui était repris. Elle vit tout son avenir s'évaporer. Les déjeuners, les fêtes, l'envie de ses amis, tout avait disparu, remplacé par le néant. Elle n'était pas simplement revenue à son point de départ. Elle était désormais tristement célèbre. Elle était la femme qui avait été publiquement et spectaculairement renvoyée de son poste de maîtresse. « Non », murmura-t-elle en serrant sa poitrine. « Non, ce n'est pas vrai. » La pièce se mettait à tourner. Les visages suffisants des avocats, le regard vide et pathétique de Marcus et le calme froid et victorieux de Sophia. C'était trop. Les yeux de Chloé Bennett se révulsèrent et elle s'effondra, un tas de soie rouge et de rêves brisés, sur le tapis perçant coûteux. Il y eut un moment de silence. Marcus ne la regarda même pas. Il prit simplement le stylo, la main tremblante, et signa le document. Sophia regarda la femme inconsciente, puis son mari. « Monsieur Harding, vous devriez peut-être appeler les secours pour elle et la sécurité pour lui. Il n'est plus autorisé à rester dans les locaux. » Elle se retourna, prit son sac à main et quitta la pièce sans se retourner. Le silence qui régnait dans la salle de réunion après l'évanouissement de Chloé était lourd et suffocant. Il ne fut rompu non pas par un halètement, mais par le clic discret et professionnel de la mallette d'Alistair Harding. Il la referma d'un coup sec, le visage impassible. « Sécurité », dit-il dans l'interphone de son bureau, d'une voix parfaitement calme. « Nous avons un problème médical dans la salle de réunion C et un intrus à expulser. » Marcus ne bougea pas. Il resta assis, voûté sur la table, l'accord de confidentialité signé, un gribouillage insignifiant sous sa main molle. Il fixait le grain du bois sombre, comme s'il essayait de trouver un motif dans les ruines de sa vie. Il ne regarda même pas la femme qu'il était censé aimer, qui n'était plus qu'un tas de soie molle et de panique sur le sol. Sophia, cependant, observa toute cette scène pathétique. Elle regarda 2 agents de sécurité en uniforme entrer, suivis de 2 ambulanciers. Les agents encadrèrent Marcus, qui ne semblait pas s'en apercevoir. Les ambulanciers, quant à eux, commencèrent à s'occuper de Chloé. « Comment vous appelez-vous, maman ?» demanda l'un d'eux en lui tapotant légèrement la joue. Chloé ouvrit les yeux. La première chose qu'elle vit n'était pas Marcus, mais les visages indifférents des ambulanciers. La deuxième chose qu'elle vit était Sophia, debout près de la porte, son sac à la main, qui observait la scène. L'humiliation était si profonde qu'elle en était presque un coup physique. Je, balbutia-t-elle en essayant de s'asseoir.
Détendez-vous, maman. Tu t'es évanouie. Ta tension artérielle est complètement instable. L'ambulancier dit, nous allons t'emmener à l'hôpital, juste par précaution. Alors qu'il l'aidait à s'installer sur un brancard, son regard croisa celui de Sophia. À cet instant, le visage de Chloé Teuil, dépouillé de son arrogance et de sa confiance maquillée, semblait petit, mesquin et terrifié. Elle avait tout misé sur un homme, et cet homme s'était avéré être une coquille vide. Sophia, réalisa-t-elle, avait tout misé sur elle-même. « Monsieur Thorne », dit l'un des gardes en posant une main sur l'épaule de Marcus. Marcus sursauta et leva enfin les yeux. « Quoi? Lâchez-moi. Monsieur, ceci est une propriété privée. Comme vous n'êtes plus un employé de Thorne Capital ou de ses filiales et que vous ne faites pas partie du Thorne Legacy Trust, nous vous demandons de partir. »« C'est mon immeuble, » murmura-t-il. « L'immeuble est un actif du Trust, monsieur. S'il vous plaît, nous pouvons régler cela calmement. » Marcus regarda Harding. Il regarda l'écran vidéo où le visage de son père n'était plus qu'un vide noir. Il regarda Sophia. Elle soutint simplement son regard, sans expression de haine ni même de pitié. C'était un regard définitif, comme lorsqu'on referme un livre. Il se leva, les jambes tremblantes. Les gardes le guidèrent doucement vers la sortie, non pas par la grande entrée principale, mais par une porte latérale qui menait à l'ascenseur de service. Il était littéralement mis au rebut. Sophia se tourna vers Alistair Harding. « Merci, Alistair, pour tout. »« Madame Thorne, » dit Harding en inclinant la tête. « Je crois que votre titre correct est désormais Madame l'administratrice. Votre voiture vous attend en bas. Les agents de sécurité que j'ai engagés, le Greystone Group, sont déjà en place. Ils seront avec vous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, jusqu'à ce que nous soyons certains que votre ancien mari comprenne pleinement sa nouvelle réalité. » « Bien, » dit Sophia en posant une main protectrice sur son ventre. « Tout d'abord, veuillez faire changer les serrures du penthouse. Toutes. L'ascenseur privé, les portes de service, tout. Je veux un nouveau code, une nouvelle clé, un nouveau système avant mon retour. »« C'est déjà en cours, » répondit Harding. « Deuxièmement, poursuivit Sophia, faites emballer les effets personnels de Marcus, ses vêtements, ses jouets, tout. Envoyez-les là où il va. » « Il n'a pas d'adresse de réexpédition, » fit remarquer Harding. Sa dernière adresse connue était 14 Beacon Saint, qui n'est plus la sienne. Trouvez ensuite un appartement d'entreprise respectable pour une courte durée. Peut-être quelque chose dans le port maritime. Payez pour 3 mois, faites envoyer ses affaires là-bas. Je veux qu'il parte, Alistair, mais je ne veux pas que le père de mon enfant dorme sur un banc public. Ce serait indécent. Imputez les frais sur mon compte personnel, pas sur le fonds fiduciaire. Harding haussa un sourcil impressionné. C'était une stratégie purement froide, pas de la gentillesse, de la gestion de marque. Comme vous souhaitez, Madame la fiduciaire. Et Mademoiselle Bennett. Mademoiselle Bennett est une inconnue, dit Sophia en se dirigeant vers la porte. Je n'ai aucune idée de qui elle est. Chloé sortit de l'hôpital 3 heures plus tard. Le diagnostic officiel était crise de panique et déshydratation. On lui donna un petit gobelet d'eau et une facture qu'elle ne pouvait pas payer. Elle utilisa son téléphone pour appeler un taxi, dont le prix la renda malade. Elle devait retourner à l'un des 14 phares. Elle devait récupérer ses affaires, ses vêtements, ses bijoux, la bague. Elle arriva devant l'entrée en verre scintillante, mais son badge, celui qu'elle brandissait si fièrement, clignota en rouge. Accès refusé. Le portier, un homme nommé Frank, qui avait toujours accepté ses généreux pourboires de Noël, sortit, le visage empreint d'un regret professionnel. « Mademoiselle Bennett, je crains de ne pas pouvoir vous laisser monter. »« Frank, de quoi parlez-vous? J'habite ici. » Elle s'écria, la voix encore rauque. « Je vous prie de m'excuser, maman. Nous avons reçu une notification il y a 1 heure de la part de l'agent immobilier. Le locataire du 6B a changé. Votre nom ne figure plus sur la liste des résidents. » C'est ridicule, Marcus Thorne paie. Le bail est détenu par une fiducie d'entreprise. Maman, pas Monsieur Thorne. Frank désigna un carton de taille moyenne posé près du stand de voiturier. Un coursier et un agent de sécurité représentant la fiducie étaient présents. Ils ont emballé vos effets personnels. Le reste du contenu de l'appartement était, je cite, « la propriété de la fiducie ». Chloé sentit son sang se glacer. Elle s'approcha du carton. Il était scellé avec du ruban adhésif. Elle l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait sa brosse à dents,
sa trousse de maquillage, des articles à moitié utilisés, quelques vêtements de rechange, ceux qui n'étaient pas de marque, et son album de fin d'année du lycée. C'était de la boîte d'une étudiante, pas de la future épouse d'un milliardaire. « Où est ?» murmura-t-elle en fouillant frénétiquement avec ses mains. « Où sont les bijoux, les sacs, la barbe, le diamant jaune? » Le monsieur de la fiducie a fait l'inventaire, maman. Il a dit que tous les articles achetés par la fiducie étaient restitués à celle-ci. Cela incluait la bague qui se trouvait sur la coiffeuse. Elle avait disparu. Tout avait disparu. Tout avait été repris. Elle se retrouvait sans rien, à part une note de taxi de 40 $ et une boîte de souvenirs qu'elle avait tenté de fuir. Elle s'effondra sur le trottoir, juste à côté du stand de voiturier, où elle avait l'habitude de se garer dans sa décapotable, comme elle le réalisait maintenant, et pour la première fois, elle pleura vraiment, à chaudes larmes. Lorsque Sophia revint à l'appartement terrasse, le silence était absolu. L'air semblait plus pur, plus léger. L'odeur oppressante et rance des cigares de Marcus et son arrogance s'estompaient déjà. Un homme de l'équipe de sécurité venait de terminer l'installation d'un nouveau panneau de contrôle high-tech près de l'ascenseur. « Tout est prêt, Madame Thorne, dit-il. Personne ne peut entrer sans ce badge ou sans votre autorisation vocale directe. »« Merci, Michael, dit-elle en passant sa main sur le métal lisse et froid. Elle traversa le vaste appartement. C'était un morceau d'une vie qu'elle n'avait jamais vraiment voulu. Elle se rendit directement dans la salle de jeu de Marcus. La pièce était un monument à son ego adolescent. 3 téléviseurs géants, un canapé en cuir noir, un bar bien approvisionné avec des enseignes néon-criardes et un humidor aux parois de verre. Ça empestait la fumée et le privilège. Elle prit son téléphone non pas pour appeler un décorateur, mais une équipe de démolition. « Oui, je voudrais programmer une rénovation complète, dit-elle, sa voix résonnant dans la grande pièce vide. Je veux que tout soit démoli, le bar, les appareils électroniques, tout. Je veux que tout soit stérilisé d'ici demain. » Elle raccrocha et passa un deuxième appel, cette fois-ci à un designer de chambre d'enfants haut de gamme. « Bonjour, j'aimerais concevoir une pièce, dit-elle, un petit sourire effleurant ses lèvres pour la première fois. Le thème est la force tranquille. Je pense à des tons jaunes pâles, du bois naturel et la moquette la plus douce que vous puissiez trouver. Et un mur entier. Je voudrais une fresque représentant la ligne d'horizon de Boston, mais vue depuis un parc, pas depuis un penthouse. » Elle passa les 2 mois suivants dans un tourbillon de création. Elle ne s'est pas contentée de redécorer, elle a récupéré. Elle a vendu la collection de vins ostentatoires de Marcus et a versé le produit de la vente sur un nouveau compte. Elle a trouvé la bague en diamant canari, la vraie, dans le tiroir du bureau de Marcus, celle qu'il avait achetée pour Chloé, mais qu'il n'avait pas encore eu l'occasion de lui offrir. Elle n'a pas hésité. Elle l'a envoyée à Alistair Harding avec une simple note. « Vendez-la. Versez l'argent sur le compte épargne de mon fils pour ses études. » Elle travailla sans relâche avec Harding et Arthur Senior pour restructurer l'entreprise. Elle était, comme le fit remarquer Archer, « Toi, savant, Archer, as-tu doué pour cela? » Elle était la fille de son père, une experte comptable dans l'âme. Elle vit la pourriture dans les livres de l'entreprise, les projets futiles, les frais de consultation versés à des sociétés écrans, dont beaucoup portaient des noms comme CB Ventures, les dépenses personnelles obscènes déguisées en frais généraux de l'entreprise. Elle était impitoyable. Elle était précise. Elle était, comme les nouveaux membres du conseil d'administration allaient l'apprendre, totalement dépourvue d'ego. Elle n'était pas PDG, elle était propriétaire. Elle a embauché un nouveau président pour diriger les opérations quotidiennes, un homme discret et brillant du MIT nommé David Chen, qui avait la réputation d'être éthique et favorable à une croissance durable. Ses instructions à son égard étaient simples. « Je ne veux pas être la plus grande entreprise. Je veux être la plus forte. Fini les raids pirates. Nous construisons un phare. » 3 semaines avant la date prévue pour l'accouchement, elle était en réunion du conseil d'administration pour examiner les projections du 3e trimestre lorsqu'elle a ressenti la première contraction violente. Elle n'a pas paniqué. Elle a simplement fait un signe de tête à M. Chen. « David, vous devrez reporter la discussion sur le nouveau fonds pour l'énergie verte à lundi. Mon fils semble être en retard. Nathaniel Arthur Thorne est né à 4h02 du matin, un mardi. Il pesait 3 kg
et avait une chevelure brune abondante. Sophia, épuisée mais lucide, le serra contre sa poitrine. Son poids parfait, si petit, l'ancrait dans cette nouvelle réalité terrifiante et puissante. Elle se trouvait dans la meilleure suite privée de l'hôpital, celle réservée aux membres de la famille royale en visite et, apparemment, aux administrateurs de Thorne Legacy. Elle était seule par choix. Elle n'avait aucune envie d'une chambre remplie de monde. On frappa doucement à la porte. C'était Arthur. Il semblait plus âgé, plus fragile qu'elle ne l'avait jamais vu, mais ses yeux bleus étaient vifs. « Sophia, dit-il d'une voix grave. Arthur, entrez. Je te présente ton petit-fils. » Arthur Thorne Senior s'approcha lentement du lit. Il fixa le petit paquet émailloté, le visage impassible, mais sous cette masque se cachait une profonde vulnérabilité douloureuse. « Il est petit, dit-il d'un ton bourru. Ils le sont tous au début, répondit Sophia en souriant et en déplaçant le bébé. Je peux, demanda Arthur. Un rare moment d'incertitude. Sophia lui tendit doucement l'enfant. Le vieil homme, dont les mains avaient signé des contrats d'1 milliard de dollars et écrasé des concurrents, était maladroit, ses gros doigts noueux tâtonnant avec la couverture. Il tenait Nathaniel, fixant son petit visage. « Il a le menton en forme d'épine, » dit Arthur d'une voix grave. « Il a mes yeux, » répondit Sophia doucement. « Bien, » dit Arthur en s'éclaircissant la gorge, mais pas avant que Sophia ne voie ses yeux briller. « Il aura besoin de cette vision. Tu as bien fait, ma fille. Tu as sauvé cette famille. Tu l'as sauvée. J'ai juste fait ce qu'une mère devait faire, dit-elle. Il acquiesça et lui rendit le bébé avec une révérence qui la toucha. Ton nom figure désormais partout, sur les comptes principaux, les coffres forts. Tu es la seule signataire de la fiducie. Je me retire complètement. Arthur, tu n'as pas à faire ça. Je le veux, dit-il. Je suis fatigué de diriger un empire, Sophia. Je veux juste en voir un grandir. Il fouilla dans la poche de son manteau et en sortit une petite boîte en velours à l'ancienne. Ce n'était pas un bijou. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle. « C'est à ma femme, à Elizabeth. C'est la clé de notre coffre-fort personnel à la banque de State Street. Il contient ses obligations, ses bijoux personnels et l'acte constitutif original de cette société, rédigé à la main. Ils ne font pas partie de la fiducie. Ils appartiennent à la famille. Ils sont désormais à toi et à lui. » Sophia prit la clé, dont le métal froid se réchauffa dans sa main. C'était fini. Le transfert total et définitif, non seulement de la fortune, mais aussi de l'histoire, de l'héritage. La vie de Marcus et Chloé s'installa dans une nouvelle normalité morne. Marcus, qui vivait dans l'appartement stérile que Sophia lui avait fourni, vit son salaire de 250 000 $ disparaître presque instantanément. Après les impôts, la pension alimentaire ordonnée par le tribunal, que Sophia avait demandé à Harding de déposer et qui était versée directement dans le fonds fiduciaire pour l'éducation de Nathaniel, intact, et ses propres tentatives pathétiques pour conserver une fraction de son ancienne vie. Il était fauché dès la 3e semaine de chaque mois. Il a essayé de lever des fonds. Il a essayé de créer un nouveau fonds, mais la nouvelle s'était répandue. Il n'était pas le faiseur de pluie. Il était le fils qui avait été déshérité. Il était un imbécile. Les portes qui s'étaient autrefois ouvertes à lui étaient désormais poliment mais fermement closes. Un soir, alors qu'il se trouvait dans un restaurant de chaîne de milieu de gamme en banlieue, essayant d'obtenir un repas gratuit en discutant affaires avec un ancien analyste de bas niveau, il l'a vu. Chloé ne portait pas de robe en soie rouge. Elle portait un polo noir standard et un tablier. Elle était l'hôtesse. Ses cheveux étaient tirés en arrière en une queue de chevaleuse sévère, et son visage, sans les crèmes et les traitements coûteux, semblait fatigué. Leurs regards se sont croisés par-dessus les menus plastifiés. Il n'y avait pas d'étincelle, pas d'affection persistante, juste un bruit sourd et terne de reconnaissance mutuelle. C'était fini. C'était le fond. Il était l'homme qui avait perdu un empire. Elle était la femme qui lui avait coûté cher. C'était, d'une manière tordue, une réunion. Ils étaient les deux seules personnes au monde à comprendre la nature humiliante de leur chute. 6 mois plus tard, ils vivaient ensemble, non pas dans un penthouse, mais dans un appartement au 3e étage sans ascenseur à Somerville. Leur amour fondé sur l'argent et le glamour avait été remplacé par autre chose, un ressentiment symbiotique et amer. Ils étaient piégés, liés non pas par la passion, mais par leur échec commun. La rencontre au Stop and Shop, qui devint un petit potin délicieux à Boston,
n'était pas un événement isolé. C'était leur vie. Un avocat du cabinet de Harding les vit un mardi soir sous les lumières fluorescentes crues se disputer dans l'allée des produits d'épicerie. Prends juste la marque du magasin, Marcus. La voix de Chloé était un murmure strident. C'est 50 cents moins cher, je ne mangerai pas cette cochonnerie. Il lui répondit d'un ton sifflant, le visage tacheté. Il avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans, son costume coûteux remplacé par des clés de voiture tachées. Pourquoi ne contribues-tu pas avec ton travail ridicule? Mon travail ridicule payait la facture d'électricité, espèce d'incapable. Ils étaient l'image même du malheur. Ils n'avaient que l'un l'autre, et c'était pour eux deux un sort bien pire que la pauvreté. 2 ans plus tard, le penthouse épineux était méconnaissable. Le marbre et le verre froid avaient été réchauffés par des tapis épais, un éclairage tamisé et des étagères remplies de livres pour enfants et de photographies encadrées. Il y avait des photos de Nathaniel, de Sophia, et même quelques-unes d'Arthur souriant, tenant son petit-fils dans ses bras. Ce soir-là, l'appartement était plein, mais pas de la foule bruyante et superficielle que Marcus avait accueillie. C'était un gala, la première collecte de fonds annuels pour la Fondation Nathaniel Thorne pour les enfants. Les pièces étaient remplies des véritables puissances de Boston, les chirurgiens du Mass General, les directeurs du Musée des Beaux-Arts, les présidents d'université et les vieilles familles fortunées qui avaient autrefois méprisé le nom des Thorne, le jugeant vulgaire et nouveau. Sophia se tenait près de la cheminée, élégante et radieuse dans une robe vert foncé simple et raffinée. Elle n'était ni une épouse ni une maîtresse. Elle était Sophia Thorne. Elle avait payé de son verre pour attirer l'attention. « Bonsoir », dit-elle d'une voix claire et porteuse. « Merci à tous d'être venus. Le nom Thorne. Pendant longtemps, il a été associé à des acquisitions agressives, à la victoire. Ce soir, j'espère que nous pourrons commencer à l'associer à quelque chose de nouveau, à la responsabilité, à la communauté, à un héritage. Pas un héritage d'acier et de verre, mais de santé, d'art et d'un avenir meilleur et plus sûr pour tous nos enfants. » La salle éclata en applaudissements chaleureux et sincères. Dans un coin tranquille, Arthur Senior, désormais en fauteuil roulant, tenait Nathaniel endormi sur ses genoux, tous deux regardant par la fenêtre les lumières de la ville. Il observait Sophia, le visage empreint d'une paix profonde et totale. L'héritage était assuré. Plus tard dans la nuit, après le départ du dernier invité et le départ des traiteurs, Sophia prit son fils des bras de son grand-père. Arthur s'était endormi, un sourire satisfait sur les lèvres. Sophia se dirigea vers les grandes baies vitrées, son fils endormi dans les bras. Elle regarda la même ligne d'horizon de Boston qui lui avait autrefois semblé être une prison. La ville scintillait en contrebas, telle une mer de diamants dont aucun n'était jaune. Elle repensa à la fine enveloppe en papier craft qu'elle avait apportée ce jour-là. Elle repensa au stylo qui n'avait pas tremblé. Elle avait discrètement apporté les papiers du divorce et, ce faisant, avait hérité d'un empire, non pas en tant qu'épouse, ni en tant que victime, mais en tant que mère, en tant que gardienne. Elle embrassa le sommet du crâne de Nathaniel. « Le monde est vaste, mon amour, » murmura-t-elle, son reflet et celui de son fils les regardant depuis la vitre. « Ce n'est pas une cage. C'est un royaume et c'est à toi de le protéger. » Et voilà comment Sophia Thorne a prouvé qu'une signature discrète peut être plus forte qu'une vie entière de cris. Elle n'a pas seulement pris sa revanche, elle s'est assuré un avenir. Elle a transformé sa douleur en force et a rappelé à tout le monde que la personne la plus dangereuse dans une pièce est souvent celle que tout le monde sous-estime. Marcus et Chloé pensaient remporter un prix, mais ils ont oublié de vérifier à qui appartenait le trophée. Que pensez-vous de la stratégie de Sophia? Était-elle froide et calculée? Ou était-ce le geste parfait d'une mère protégeant son enfant? Faites-nous part de votre avis dans les commentaires ci-dessous. Nous lisons chacun d'entre eux, et vos histoires et vos réflexions sont ce qui rend cette communauté si spéciale. Si vous avez aimé cette histoire de justice et de karma, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime », à la partager avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre, et surtout, à vous abonner à notre chaîne pour découvrir chaque semaine d'autres drames réels et des rebondissements incroyables. Vous ne voudrez pas manquer la suite. Mais non, mais il faut que attendez, je finis ma game. Enfin, je regarde déjà entre les rangs ce que je peux faire. S'il te plaît.
Waouh! Ah, je les entends vraiment à côté de moi, genre. Outstubby. Бросаю дымок. 27. I can also ult. Спайк установлен. Wait, I Allez, have to get Vult. closer. Allez, Vult. Faites une push. Освежает. Both up. Остался один игрок. Остался один. Oh, je suis trop nulle. I whiffed, sorry. Attendez. У меня к ним никаких чувств. Что это обо мне говорит? Genre, si je mets PC... En fait, là, tu vois, tu dois choisir entre... Peut-être parce qu'ils m'ont donné une version... Peut-être parce qu'ils m'ont donné Ouais, une Phoenix. version... PlayStation. Parce que t'as Xbox, PlayStation et PC, t'as 3 trucs sur Razer. Vous voyez ce que je veux dire? Tapé. T'as le choix entre 3 trucs. Je pense que vous pensez que c'est juste les câbles qui... Est-ce qu'il y a des câbles particuliers, genre? Не подглядывай. Готово. Освежает. Boss. À moins HP. Остался один игрок. Спайк установлен. Ah, il est là. Bah, Bah, je peux pas le brancher en fil, je crois. Не тратьте много мозгов на догадки, что там у них. Ah, Много mais j'ai думать reçu une еще prise вреднее, jack. чем вообще не думать. C'est peut-être pour ça, en fait. Parce que j'ai reçu une prise jack aussi. Dans la boîte, j'ai une prise jack. Bah, en fait, je peux pas le brancher en fil. Enfin, je peux le mettre branché en fil, mais ça va rien changer. C'est comme si juste comme s'il chargeait, genre. Vous voyez ce que je veux dire? Maybe you can stack A and we play B retake. Et je comprends pas. Bah, j'ai changé l'équaliseur, j'ai changé tous les trucs, j'ai bougé les trucs que je peux Sapsé. bouger, ça change rien, c'est vraiment... Не подглядывай. Peut-être qu'ils m'ont donné un truc vraiment en mode PlayStation et peut-être ça change quelque chose. Бросаю дымок. На, лови. Ограничу обзор. Ограничу. Ah, je suis mis tête. Ouais, j'ai un dongle, ouais. Mais j'ai une prise jack, alors que sur l'autre casque, j'avais pas de prise jack. О, симфония смерти. Не бойтесь. Peut-être qu'ils m'ont donné un casque... Bah oui, mais je l'ai pas mis. Ah, c'est le C1 là. Mais oui, mais j'arrive pas à le supprimer. Je l'ai téléchargé et j'arrive pas à le supprimer. J'arrive pas à le supprimer le truc. Depuis tout à l'heure, je vous dis, j'ai installé le truc, j'arrive pas à le supprimer. Phoebe. Y a pas, y a genre juste Не подглядывать. exécuter, mais y a pas la suppression. Je peux même pas supprimer le truc de Razer, genre. Bon, je comprends pas.
Watch way out, Clove. Full out, full out. Both out. Yeah, yeah, onside, onside. 40. Good job. Attends, application. Oh là 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 là. До смены сторон 1 раунд. Тратьте все, что есть. Все равно пропадет. Même quand je dis supprimer. Application installée. Ah ouais, c'est ça. Désinstaller, je veux désinstaller le truc. Ouais. А, черт, кубик упал. Comment j'arrive à faire des kills et... Step A. Бросаю дымок. Play off my wall, man. Bah ouais, il y a un Dougal, oui, j'ai mis un Dougal. Как вам такое? Je suis pas Bluetooth, hein, j'ai dit, hein. Je l'avais dit, j'ai dit... Je suis pas en Bluetooth, mon Bluetooth n'est pas allumé sur le PC. C'est vraiment Dougal, genre, c'est pas Comme ça. Bluetooth. Je suis pas connecté en Bluetooth. Остался 1 игрок. What legit. Reyna is... He's fine. Désinstaller. 1 враг. TNT. Je suis pas en Bluetooth, je suis en Смена сторон. Dougal, genre. Ah si, j'ai du son. Ah, je crois que c'est bon, non? Est-ce que c'est bon, non? Ça a l'air d'être bon. Attendez. Eh, attendez. Ça a l'air d'être bon, non? Si, j'ai du son. Ça a l'air d'être... Ah, vous avez plus de son, Valorant. Vous avez plus de son, la team. Vous avez plus de son. Attendez, je vous remets le son juste après. Ouais, vous avez plus rien, ouais. Ouais, 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 ouais. J'arrive. J'ai l'impression que ça a l'air d'être bon. J'ai l'impression. Attendez. Ouais, ouais, je sais que vous entendez plus. Mais c'est quoi ça, chat and game, genre? C'est ça que je comprends pas. Je vais laisser default. Je vais laisser default. Ah! Ah, c'est bon. Est-ce que vous avez un son normal, genre? J'ai l'impression que c'est bon. J'ai l'impression, hein, Ou alors peut-être que je me suis habituée au mauvais son. I will go late from it. En fait, je sais I pas. only goes. Pushing. Bah oui, push. Bah non, le son est toujours pas très bon en fait. Mais toujours en mode sous-marin, mais c'est pas grave, I guess. Подкину дымка. Wouh! Wouh! Ну вот и всё. Waouh, mais ils sont tous là! Bah en fait, Bah c'est écrit numéro 1 et 7. Главный Mais c'est недостаток toujours sous-marin, бессмертия. genre. Не могу прикинуться трупом. J'ai l'impression que c'est plus pour PlayStation que pour PC parce qu'il y a vraiment en mode PlayStation, PlayStation. C'est d'abord écrit PlayStation et puis t'as les trucs PlayStation. En fait, j'ai l'impression que c'est... Surtout le premier. Quoi, le premier? J'ai l'impression que c'est plus pour PlayStation que... Bref. Faut que je regarde la diff entre... Faut que je regarde la diff
entre, peut-être que Razer, eux, ils font une différence.